Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le budget de la ville de Rufisque adopté par le conseil municipal. Il est arrêté à 6 milliards 500 millions de francs CFA. La contribution économique locale passe de 1 milliard 300 à 500 millions. Une baisse de 800 millions qui a mis le maire dans tous ses états. Docteur Oumar Sissé dénonce une démarche politique compte introduire un recours. Il a également apporté des précisions sur la contribution de la Socosim au budget de la municipalité. La journée nationale de l'élevage est célébrée ce 29 décembre à Tambacounda. Le chef de l'État a ouvert les activités de cette 8e édition. L'édition 2022 de cette journée porte sur le thème modernisation et intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire. Nous serons en direct dans ce journal avec notre envoyé spécial à Santom. Dans ce journal également, nous parlerons du glanage, une vieille pratique qui consiste à fouiller les champs à la recherche de céréales, de fruits ou de légumes laissés par les cultivateurs après la récolte, une des plus anciennes formes de solidarité et de partage qui a su résister au temps et à la modernité dans le Fouladou. Et en fin d'édition, vous aurez le dernier numéro de e-Éclair. Et pour clôturer l'année en beauté, nos équipes ont fait un coup de projecteur sur une perspective verte qui permet de créer de l'énergie à partir de matières organiques. L'objectif est d'aider le monde rural à accéder aux énergies moins polluantes. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite. D'abord, la légende brésilienne de football Pelé est décédée ce jeudi à 82 ans. Pelé est mort, terrassé par un cancer du côlon. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, a été longtemps considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. Mamadou Koumé, journaliste, a réagi à la suite de son décès. Nous l'écoutons au téléphone d'Abdourahmane Ly. Pour nous, une fois encore, pour les gens de... Alors aujourd'hui, on voit les Neymar, on voit les Rodrigo, les jeunes talents aujourd'hui qui certainement, j'imagine, vous en tant que personne âgée, bien sûr, personne qui a suivi le sport les années 1900, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui ces jeunes sont en train de perpétuer, si je puis dire, la tradition? Oui, vous savez, le football il est différent. Hein? Le football des années 60-70 est différent du football des années 2000. Hein? Mais bon, il faut regarder les images de Pelé jouant au football. C'était un artiste et tout ça. Bon, maintenant, les nouveaux joueurs, la nouvelle génération, bon, les Messi, les Neymar, les Mbappé et tout ça, ce sont de grands footballeurs. Bon, et peut-être pour les jeunes générations, oui, ce sont les meilleurs footballeurs. Mais pour nous, hein, pour nous, Pelé reste véritablement la référence dans ce domaine-là. Même s'il y a eu aussi Maradona qui a été lui aussi un grand footballeur. Alors ñu tënk ko ci wolof tey jii ñu xamal ñu génn àdduna ki nga xamante ne mooy waa Pelé di ko xamante ne ràññeeku na lool ci wàllum football sa impression lan la njëkk. waaw mais dañ koy ñaanal d'abord waaw mag la woon dafa feebaroon ah dafa tëddoon temps yëpp waaw tey nag génn na àdduna waaw li ñu mën a fàttaliku ci Pelé mooy ne Pelé ñëw na Sénégal benn yoon ñëw na fi joué avec son équipe bu ñu wax Santos Football Club ah mais Pelé ñun dañu daa lire wala dañ daa déglu li mu daa def ah alors bi ñu nee xale gisoon nañu fii amoon na benn film bu ñu tuddee le roi Pelé bon bu ñu ko daa projeté ci cinéma yi ñëpp daa seetaan bon parce que pour nous si footballeur boobu li ko yàlla mayoon moom rek la ko mayoon quoi tu vois voilà kon nag dañ ko ñaanal di fàttaliku vraiment ah
plaisir bu ñu doon jox boo koy seetaan boo xoolee sax vidéo yi ba tey boo gisee li muy def nag naan non lii mënul nekk mais footballu boobu temps footballu année 60 année 70 wute na footballu 2020 wute na wute na xale yi nga xamante ni léegi ñoom ñooy meilleurs joueurs yi ay Neymar ay Messi ay Mbappé ak yooyu waaw mën nañu football trop mais en tout cas mais pour ñun Pelé moom mooy ki nga xamante ni mooy référence bi voilà. Le budget de la ville de Rufisque a été voté par les conseillers municipaux. Il s'élève à 6 milliards 500 millions de francs CFA. La contribution économique locale passe de plus d'1 milliard à 500 millions de francs CFA, une baisse de plus de 50% désapprouvée par le maire. Dr Oumar Cissé compte introduire un recours pour que la selle soit revue. Le maire de Rufisque a également apporté quelques précisions sur la contribution de la Sococim dans le budget. Nous l'écoutons. Ça a créé une situation inimaginable qui semble être essentiellement politicienne. Mais nous allons emprunter toutes les voies de recours de droit pour être rétablis dans nos droits. C'est important donc de partager cette situation avec la population. Ça ne nous a pas amené à réviser notre budget. Hein. Nous gardons le budget dans la même démarche, dans le même niveau, à la même hauteur. Inch'Allah, nous allons recouvrer ces ressources et nous allons travailler. Nous sommes sûrs que nous aurons gain de cause par rapport à ce que nous devons avoir au niveau de la CELVA. Parce que la CEL, valeur locative, depuis 3 ans, presque c'est la même chose, 1 milliard 500 millions. Donc, il n'y avait pas lieu que la CELVA puisse chuter de façon aussi drastique. L'autre point qu'on a abordé, c'est la sorte du directeur général de la Sococim. Il disait que la Sococim donc contribue à hauteur presque de plus de 50%. Non, elle contribue à hauteur de 29-30%. Ça, c'est la première erreur. Bon, la seconde erreur est quand même plus grave parce que il a fait beaucoup de jugements sur notre façon de gérer la ville. Depuis 2000. Je trouve ça indécent, inqualifiable. Célébration de la journée nationale de l'élevage, à Tambacounda, le président Macky Sall a lancé les activités de cette édition qui portent sur la modernisation et l'intensification des systèmes de l'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Tambacounda, Hassan Top. Hassan, bonsoir. Bonsoir, Aïssatou Ndiaye Fall. Journée nationale de l'élevage. Comme vous l'avez dit, les rideaux sont tombés à Tambacounda, qui a été la capitale de l'élevage durant 24 heures. Un rendez-vous au cachet particulier avec la présence de certains pays de la sous-région comme la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Mali. Les représentants des pays voisins ont unanimement salué l'initiative du Sénégal pour relancer l'élevage et la production des ressources animales. Une rencontre d'échange et de partage entre les acteurs du sous-secteur, le chef de l'État. Les acteurs ont saisi l'occasion pour mettre à nu les principales difficultés qui freinent le développement de l'élevage. Des problèmes qui ont pour nom le vol de bétail qui persiste, la santé animale, faute d'agents vétérinaires, la cherté de l'aliment de bétail et l'absence de pâturage qui est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le président de la République, prenant la parole, a donné des assurances et pris l'engagement de décaisser une enveloppe de 6 milliards pour lutter contre les feux de brousse qui ravagent le tapis herbacé. Macky Sall a aussi insisté sur la modernisation de l'élevage il a donc insisté sur la modernisation de l'élevage pour une souveraineté alimentaire. Enfin, le chef de l'État s'est aussi prononcé sur l'importation du lait dont l'enveloppe passe de 60 à 30 milliards. L'objectif de cette réduction significative demeure zéro importation dans les 5 prochaines années. Sur la route de Tambacounda, pour ITV, Hassan Top, envoyé spécial. Hassan Top, notre envoyé spécial à Tambacounda qui faisait le point pour nous de cette journée. Puis intéressons-nous à présent à l'élevage en milieu urbain, bien que pratiqué à Dakar, ce n'est pas chose facile pour les éleveurs. Le manque d'espace est le principal problème de ces derniers. Un tour à la Gueule Tapée a permis à Madia Diop de faire le constat. Voyons son reportage. L'élevage à Dakar n'est pas chose aisée.
La plupart des éleveurs sont confrontés à un manque d'espace. À Gueule-Tapée, ils sont nombreux à transformer la devanture de leur maison en enclos. C'est pas facile car il n'y a pas d'espace. On les sort le matin et la nuit ils reviennent. Parfois il y a l'odeur, mais on ne cesse de nettoyer. Après le problème d'espace, vient celui de l'alimentation, une contrainte d'après cet éleveur. Sous impression 2, l'alimentation, c'est vraiment difficile car tout est cher. Le corail, le maïs. Et pendant la tabaski, on ne vend qu'à 100 000 ou à 130 000 francs. Pour pallier ce manque d'espace, certains éleveurs ont choisi d'aménager les enclos au niveau des terrasses. Il y a trop de risques si on met les moutons devant la maison. Les gens en parlent et d'autres peuvent tenter des choses contre ton bétail. Vraiment, la terrasse est plus sûre. La journée mondiale de l'élevage est célébrée aujourd'hui. À Dakar, le manque d'espace ainsi que la cherté de l'aliment de bétail sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les éleveurs. Allons à présent à Koungheul. La commune de Missira est coupée du reste du département à cause de l'impraticabilité des routes, une situation qui s'accentue surtout en période d'hivernage et empêche les habitants d'accéder aux postes de santé. Le coordonnateur du mouvement pour l'émergence de Koungheul demande aux autorités de régler cette situation avant la prochaine saison des pluies. Il s'exprimait en marge d'une finale dont il était le parrain. Le gouvernement a annoncé l'électrification de 80 villages par an au minimum. Nous demandons au président Macky Sall que le village de Moudinokoli fasse partie. Pour leurs accouchements, les femmes doivent aller à Pathé ou à Misrawade ou Dimisra sur une distance d'au moins 10 km et surtout sur une route impraticable en traversant de nombreux ravins. Le village est enclavé et manque de tout, électricité ou. Nous sollicitons l'aide des autorités pour que les populations de Koli aient le même privilège que tous les citoyens de ce pays. Dérives liées à l'utilisation de Internet, la cellule d'appui à la protection de l'enfant sensibilise les parents. La CAP a organisé une caravane à Kaolack pour conscientiser les parents sur les dérives et les dangers du net. Écoutons à ce propos Ndeye Fatou Sarr, chargée de programme à la CAP au micro de Babacar Seck. Nous avons constaté, c'est un constat général qu'on a fait sur les dérives que les filles, les enfants vivent sur Internet. Et c'est le moment de les encadrer. On ne peut pas leur interdire d'utiliser Internet, mais il faudrait qu'on les encadre, qu'il y ait une connexion assez ou bien une utilisation assez responsable d'Internet. Je pense qu'on peut citer quelques-unes, par exemple le harcèlement sexuel sur Internet, le fait de diffuser des images ou bien des vidéos d'autrui sur Internet. Tout ça, ce sont des dérives qui sont liées à l'utilisation d'Internet et les enfants ne savent pas. Et nous avons constaté ces derniers temps ce qui s'est passé au Sénégal, au niveau des écoles, au niveau des établissements scolaires, mais également au niveau de la communauté en tant que telle. Et ces actions étaient déjà inscrites dans notre stratégie nationale de protection de l'enfance qu'on a élaborée depuis 2013. Mais peut-être qu'on était en train de travailler sur beaucoup de choses, notamment l'élaboration d'une loi sur la protection des enfants en ligne pour renforcer le cadre juridique en matière de protection des enfants en ligne. Parlons à présent de cette nouvelle plateforme citoyenne sénégalaise. Il s'agit de la plateforme Demain Sénégal. La nouvelle plateforme souhaite se positionner comme force de proposition de solutions pour la consolidation de la République. Le lancement a eu lieu à la maison de la culture d'Outasek. Les détails dans ce compte rendu de Ndeasto Sambesen. Des échanges féconds ont marqué l'ouverture du panel axé sur la consolidation des fondements de la République du Sénégal en présence d'un large auditoire. C'est sous ces auspices que le lancement de la plateforme Demain Sénégal a eu lieu.
La dite plateforme se focalise sur 5 piliers. La présidente a dressé la liste. Nous nous sommes focalisés sur 5 que sont l'état de droit et la bonne gouvernance, la santé, l'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat, et enfin l'environnement et le cadre de vie. Cette plateforme citoyenne vise à prendre en compte la demande sociale. Il s'agit de redonner le pouvoir de décision au peuple. Redonner le pouvoir de décision et d'action au peuple sénégalais, et en particulier à ceux qui sont le moins attendus et qui sont pourtant les moins entendus et qui sont pourtant les plus représentatifs de la population, c'est-à-dire les jeunes. Les jeunes et les femmes. À un an du prochain scrutin présidentiel, la présidente Thiaba Camara et ses camarades prônent le dialogue pour une décrispation du climat politique. C'est d'organiser des débats au cours desquels tout le monde, vraiment, mais de tous horizons, de tous âges, de toute classe sociale, que ce soit des Sénégalais au Sénégal et les Sénégalais de la diaspora, les inviter à ce dialogue, à ce partage et surtout à cette proposition de solutions concrètes pour nous en sortir. Parce que si nous continuons à regarder passivement ce qui est en train de se passer, ce ne sera bon pour nous. Consciente des enjeux, la nouvelle structure Demain Sénégal entend être une plateforme d'échange, une force de proposition et de solutions pour des lendemains meilleurs. Khalil Sow, merci. 46 agents de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie ont effectué leur départ à la retraite cette année. Après plusieurs années de service, ils ont été fêtés par leurs collègues et l'administration en présence de leurs parents et amis. Ils se disent confiants pour la relève. Après avoir servi une si prestigieuse faculté comme la faculté de médecine pendant 32 ans, on ne peut être que fier. Je suis vraiment très content, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la santé, que je puisse faire partie de ces récipiendaires aujourd'hui. Alain Diouf est membre du personnel administratif, technique et de service. Un retraité de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, à l'honneur dans les jardins du décanat. Tout comme Seydou Boubacar Badiane, ancien membre du personnel d'enseignement, exprime son sentiment du devoir accompli. C'est un sentiment d'avoir fait son travail convenablement pendant une quarantaine d'années, et d'avoir formé des gens qui pourront assurer la relève, et enfin de pouvoir me reposer, mais je le dis, c'est valable, je pense, pour l'ensemble d'entre nous, nous reposer et en même temps ne pas faire que ça, avoir peut-être d'autres types d'activités, ouvrir d'autres horizons. Assurer la relève du personnel enseignant n'est pas chose aisée, selon le doyen de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, Barenjai. Pour ce qui est du personnel administratif, technique et de soutien, les départs à la retraite sont effectivement, ceux qui partent sont remplacés par d'autres. Par rapport aux enseignants, c'est plus compliqué parce que ce sont des profs qui ont atteint un certain niveau dans leur domaine. On va les remplacer par de jeunes assistants qui vont gravir les échelons. Et ceux qui sont partis depuis 3 ans ont été effectivement remplacés. Il y en a qui sont partis cette année. On va lancer le processus de recrutement donc de jeunes collègues qui vont nous suppléer dans les tâches que les collègues faisaient. Les 46 retraités de la faculté ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite entre 2020 et 2022. Ils filent ainsi vers de nouveaux horizons, hors du temple du savoir médical.
Le Saint-Coran traduit pour la première fois en langue sérère. La traduction a été faite dans le village de Goé, situé dans le département de Mbour, par le religieux Malik Sen. Devant des habitants du village, il a présenté la version traduite du Saint-Coran en langue sérère et c'était devant Muntaga Khan et Mamadouba. Ngoé, qui est situé à moins de 2 km de la commune de Sessène, est à jamais entré dans les annales de l'histoire. Un de ses dignes fils vient de traduire pour la première fois le Saint-Coran en langue sérère. Il a lu une longue partie de ce livre devant un public admiratif. S'étant rendu compte que le Coran est traduit dans certaines langues nationales, le marabout a voulu faire de même avec le sérère. Au Dara où j'ai appris le Coran, il y avait des Wolofs, des Halpulaar et des Maures qui connaissent la religion et l'enseignent dans leur langue nationale respective. C'est pourquoi j'ai décidé de m'inspirer de ces exemples pour en faire profiter à mes parents sérères. Il soutient qu'aucun peuple ne peut se développer ni acquérir la connaissance dans une langue étrangère. Un pays ne peut pas se développer sans utiliser ses langues nationales. On ne peut pas non plus acquérir la connaissance dans une langue étrangère. L'exercice n'a pas été de tout repos, malgré les miracles qui l'ont accompagné. Je me suis attelé à écouter la rhétorique des anciens. J'ai invoqué Dieu chaque fois que j'ai buté sur un mot. J'ai eu à interpeller en rêve mon maître Cheikh Salman. Moins de 2 semaines après ces prières, j'ai rêvé d'écrire tout le Coran dans le ciel d'une écriture blanche. 3 jours après, on arrive au mois de Ramadan et j'ai commencé mon ouvrage. Le quadragénaire érudit vient de relever un grand défi, mais il a devant lui encore plus exaltant, celui d'inculquer à sa communauté les valeurs infinies contenues dans le Saint-Coran. Muntaga Khan, c'est bientôt la Saint-Sylvestre et beaucoup de personnes comptent se mettre sur leur 31 pour la fête. Et bien ce soir, nous avons demandé aux apprentis des cars rapides connus pour leur façon négligée et atypique de s'habiller s'ils comptent faire exception le jour de la fête. Paul Dacosta s'est rendu à Sam. Voyons son reportage. Ce Dior n'a rien à voir avec la célèbre marque de mode. C'est un quartier populaire dans Dakar. Habillé de t-shirts ayant perdu toute couleur originelle et des méduses appelées communément tic-tic, les apprentis de car rapide semblent loin du monde de la mode. 31 décembre oblige, nous sommes allés au garage de Sam, en face de Abbas Ndao, pour voir si la Saint-Sylvestre déroge à cette règle. Je ne travaille pas le 31, donc je vais naturellement me mettre sur mon 31. Ce n'est pas parce que nous travaillons comme apprentis car rapides que nous ne pouvons pas bien nous accoutrer. C'est prendre soin de soi, c'est tout. Au milieu de la longue file de cars rapides, des apprentis à l'affût de clients. Contrairement au décor bariolé des véhicules, ceux-là sont en apparence peu regardants sur leur accoutrement. Mbaye Lopez Diop, habillé comme les autres, il s'en défend. Toutes les personnes qui tiennent des propos comme ça sont juste des ignorants. Ce travail nous permet de subvenir aux besoins de nos familles et de nous-mêmes. La fête de fin d'année, nous allons la vivre comme tout le monde. C'est juste le travail, mais après le travail, nous sommes présentables. Un avis que partage son collègue à l'autre bout de la station. Il assure être tiré à 4 épingles si l'occasion se présente. Cette fête, nous la préparons bien. Nous allons la fêter avec nos dulcinés, profiter du moment. Après le boulot, je vais être tiré à 4 épingles.
Pour l'instant, les apprentis s'accrochent solidement derrière les cars rapides et le style vestimentaire négligé, ce qui ne manque pas d'agacer certains clients. Intéressons-nous à présent au glanage, l'une des plus vieilles formes de solidarité qui résiste encore au temps et à la modernité. Dans le Fouladou, dans cette partie de la Casamance, elle continue de se transmettre de génération en génération. Après la récolte dans le Fouladou, femmes et enfants glanent dans les champs. Cette vieille pratique leur permet de subvenir à leurs besoins étudiants. En cette période de l'année, les femmes et les enfants investissent les champs d'arachide pour glaner les quelques graines encore sous terre. Cette pratique appelée Khochitagol en langue locale est une tradition transmise de génération en génération au Fouladou. En milieu poulard, l'homme, quand il déterre ses arachides, si c'est un champ mûr qui vraiment a pris un peu de temps avant d'être déterré, la fibre qui lie la plante, la graine va se rompre, il y a beaucoup d'arachides par terre. L'homme donne une possibilité aux femmes d'aller ramasser les arachides éparpillés dans le champ. Donc, au fil des ans, le glanage est non seulement devenu partie intégrante de la culture locale, mais une activité génératrice de revenus pour les femmes et les enfants. Les femmes sont spécialisées surtout dans la production du riz, mais aussi des légumes. Les hommes dans les cultures de rente et les cultures céréalières comme le mil, le maïs, entre autres. Mais l'homme, quand il déterre ses arachides, donne une possibilité aux femmes de ramasser ces arachides éparpillés là. Ça leur sourit très bien. Ce champ sur lequel nous nous trouvons appartient à notre mari. Tout ce que nous ramassons nous appartient et nous permet de subvenir à nos besoins. Toutes les femmes s'adonnent à cette activité après avoir fini de récolter le riz. Mais derrière cette forme de générosité doublée de solidarité communautaire se cachent des préalables et des règles. La moindre violation d'une des conditions est assimilée à un sacrilège qui peut valoir l'excommunication. Personne n'a le droit de toucher au tas du propriétaire. Il faut juste se contenter de ce qui est autorisé pour subvenir à ses besoins et mériter la confiance et la générosité du propriétaire. Évidemment, l'unique interdit, c'est aller dans le champ de quelqu'un sans l'avertir. Tu ne dois pas chercher les arachides qui sont à l'intérieur du grand tas, sinon ça devient du vol. En attendant, les règles qui sous-tendent cette vieille tradition restent inviolables et le glanage continue de se transmettre de génération en génération. Et dans ce dernier numéro de Hier Clair, on fait un coup de projecteur sur une perspective verte. Elle se passe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où la biomasse fait son chemin. Il s'agit d'un processus qui permet de transformer des matières organiques en énergie propre. Et au département physique de la faculté des sciences et techniques, des chercheurs y mènent des travaux dans le but de fabriquer des piles durables à partir de coques d'arachide. Pas à pas, Ibrahim Ndiaye. Dans nos marchés, elle est très prisée des Sénégalais. Les commerçants et revendeurs qui s'y activent ne diront pas le contraire, mais elle peut très vite se retrouver par terre ou dans les sachets plastiques. Cette image, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ailleurs, l'arachide vaut de l'or. La preuve, derrière cette porte, sa coque sert de matière première pour mener des expériences. La durée de vie, déjà. Entouré de ses étudiantes et étudiants, le professeur Balla Diop Ngom mène des travaux depuis 1 an dans le but de transformer les résidus agricoles en piles. Et nous, on prend ce coque d'arachide et on le moude et on extrait le colorant qui est à l'intérieur. À partir de ce colorant qu'on obtient, on fabrique notre électrode positive et le résidu solide, on l'active pour avoir notre électrode négative et on assemble là pour avoir le dispositif final. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est penser à un procédé qui est écologique. L'expérience de la coque d'arachide s'est révélée porteuse, ce qui permet à l'équipe d'ouvrir
d'autres perspectives. Le bissap, l'anacarde, le bambou ou encore les pailles de riz viennent enrichir les recherches au grand bonheur des jeunes chercheurs. Donc j'ai la chance de travailler avec le prof et à propos de ces recettes qui nous permettent de diminuer le réchauffement climatique et d'utiliser les déchets que nous jetons, par exemple les coques d'arachide, les feuilles d'anacardier, par exemple, que les habitants n'ont pas l'habitude d'utiliser. Avec l'exploitation abusive des énergies fossiles et la dégradation de la couche d'ozone, nous faisons de notre mieux pour donner notre apport, notre contribution et protéger la nature du mieux que l'on pourra, fournir de l'énergie au maximum. Vous avez vu que j'ai consommé complètement la coque d'arachide, ce qui m'a permis en même temps de fournir de l'énergie à un coût très bas, mais aussi nettoyer l'environnement. Et le procédé qu'on a mis en place aussi ne dégage pas du CO2, ce qui reste toujours dans un process qui est complètement vert. Toute l'équipe du laboratoire espère avoir des financements pour produire de l'énergie verte dans le monde rural. Une façon d'apporter une réponse écologique à l'exploitation prochaine des ressources d'hydrocarbures au Sénégal. En attendant d'atteindre cet objectif, sur place, on garde jalousement les recettes d'une découverte prometteuse. Ah, les ingrédients, je les garde pour moi. Merci beaucoup. Papa Ibrahima Ndiaye, merci. Juste pour rappeler avant de nous quitter que la légende brésilienne de football Pelé est décédée ce jeudi à l'âge de 82 ans. Pelé est mort terrassé par un cancer du côlon. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, a été longtemps considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.